À tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat, le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance et que de nous suivre dans le monde via Canal+ au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Direct Grand Débat reçoit les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent les grandes questions d'actualité. Vous le savez, la RDC reste dominée par cette adhésion massive à l'Union sacrée qui, il faut vous le rappeler, venait de signer sa charte légale. L'Union sacrée légalisée, la sortie officielle prévue pour ce 29 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte. La sensibilisation va bon train. Chacune des parties composantes de l'Union sacrée est en train de mettre les batteries doubles qui, pour faire plein à ce stade de Martyrs et montrer au chef de l'État qu'il reste le seul candidat commun de l'Union sacrée pour la présidentielle de 2023. Et ce jour, nous recevons une figure qui est aussi une figure pas la moindre. Il s'agit de Mme Lise Itoma. Elle est économiste, vous allez la découvrir ensemble avec nous. Elle est rapporteure nationale de la Ligue des femmes de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Avec elle, nous allons parler de l'adhésion de l'ACP à l'Union sacrée, bref, à la vision du chef de l'État. Avec elle, nous allons parler tout ce qui a méandre au sein de l'Union sacrée, de la sortie officielle prévue pour ce 29 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Où en sommes-nous avec les femmes, j'ai dit, et les rapporteurs nationaux de la Ligue de femmes de l'ACP? Comment sont mobilisées les femmes pour montrer au chef de l'État qu'ensemble, on peut attendre sa réélection en 2023, telle est la lettre motive des partis politiques membres de l'Union sacrée décidés à porter Félix Tshisekedi à la tête du pays pour un deuxième mandat. Bienvenue une fois de plus. Madame Lise Itoma, merci, bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Bonjour, le plaisir est partagé. Je vous ai présenté économiste de formation, rapporteur national de la Ligue des femmes à l'ACP. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. L'ACP, votre parti. Je commence d'abord par l'ACP, votre parti, avant de parler Union sacrée. Vos motivations d'abord de l'adhésion à l'ACP. Cette structure, cette nouvelle formation politique qu'on a vu naître, mais prendre de l'ancrage au sein des grandes formations politiques. Aujourd'hui, l'ACP est comptée parmi, j'y rappelle, même avant que l'on ne parle de la sortie officielle de l'Union sacrée le samedi 29, l'ACP avait fait le plein au stade de Martyrs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser de tous vos deux bras, à accepter l'ACP? Eh bien, l'ACP est un parti socio-démocrate dont l'objectif principal est l'intérêt de la population, tel que l'Union sacrée. C'est ainsi que les objectifs communs se rassemblent et qu'on puisse travailler ensemble. Alors aujourd'hui, les objectifs communs qui vous convergent, qui vous amènent à travailler ensemble, alors qu'est-ce que vous a poussé, vous, l'ACP, à adhérer à l'Union sacrée, qui est la vision du chef de l'État? Donc vous souhaitez connaître nos motivations. Vos motivations. Mes motivations personnelles. Écoutez, je vous remercie pour cette interpellation. Lorsqu'un pays tel que la République démocratique du Congo est confronté, d'une part, à l'émergence d'un univers sans frontières, où la possibilité de voir ce qu'il se passe ailleurs ou de se comparer est présente, et d'autre part, la réelle contribution et cohabitation entre 4 générations, dont le mode, l'âge et les changements de notre société, font varier sensiblement les attentes des citoyens de la République. Cela nous amène clairement à réfléchir, bien entendu, sur la résistance à l'attente de la population quant au développement de notre pays. En effet, si nous souhaitons, par analogie, atteindre le niveau de progrès de la Belgique, par exemple, qui, à l'accession de son indépendance en 1830, il s'en est écoulé 193 années, dont 84 années où l'État était en formation et le développement des villes. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation et la mutation de notre société, il est évident que de nouvelles politiques s'avèrent nécessaires. C'est bien là que réside ma principale motivation à adhérer à la vision du chef de l'État. Alors, je vous prends au mot lorsque vous parlez de nouvelles politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les nouvelles politiques s'avèrent nécessaires. Exactement ça,
nuance quoi ou ça insinue quoi? J'évoque des politiques de rebond précoce pour notre économie par le biais de ce qu'on appelle le leapfrogging, qui est une pratique économique qui consiste à ce que notre économie puisse passer à l'étape des réformes de demain afin de se mettre à jour face au monde actuel, tout en prenant les précautions nécessaires. Permettez-moi de prendre l'exemple de la Russie. Je vous en prie. Qui, depuis son indépendance en 1991, se retrouve aujourd'hui dans le top 5 des puissances économiques et militaires, en seulement 32 ans de pouvoir, et dont les premiers fruits se sont fait ressentir 8 années après la mise en place de ses premières politiques de rebond. Alors, Madame Lizzie Thomas, je rappelle à ceux-là qui viennent de se joindre à nous que vous êtes économiste et de formation. Vous êtes rapporteur de la Ligue des femmes de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Mbaka. Alors, aujourd'hui, lorsque vous comparez les différentes économies, vous avez parlé de mettre à jour l'économie congolaise. Vous avez pris pour exemple ici la Russie, vous avez pris pour l'exemple la Belgique. Aujourd'hui, c'est une parenthèse que vous pouvez tout de suite refermer. Quelles peuvent être les réformes qu'il faille apporter à l'économie congolaise, par exemple, qui à des décennies près, sans stagner, faire du surplace, s'il faudrait les comparer à d'autres politiques extérieures? Alors, vous avez changé la question, déjà. Donc, l'idée ici, c'est d'adhérer à la vision du chef de l'État. Les politiques russes qui ont été appliquées sont par exemple le replacement de secteurs économiques stratégiques par des oligarques sous le contrôle de l'État. Il y a eu la réduction des dépenses sociales ou encore une capitalisation obligatoire du système de retraite. Mais l'idée ici n'est pas de copier. L'idée est de rechercher une certaine adaptation, tout simplement, et recontextualiser les politiques afin que les effets cumulés puissent permettre à bénéficier à la population. Recontextualiser ce procédé économique impliquerait de rejeter ou de sortir les industries inférieures, plus polluantes ou plus chères, afin de passer directement aux technologies beaucoup plus avancées. Les pays en développement tels que la République démocratique du Congo peuvent éviter des stades de développement préjudiciables à l'économie ou à l'environnement. Soit nous souhaitons atteindre ce rattrapage en allant jusqu'à l'industrialisation économique de nos confrères actuels ou aller jusqu'à l'industrialisation environnementale de nos futurs confrères. Alors, lorsque vous parlez de la reproduction ou à reproduire par exemple le schéma russe, est-ce que l'adapter au contexte congolais, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences néfastes? Si pas, qu'est-ce que cela pourra apporter comme un plus effectivement dans ce que vous, comme selon votre intention, ici c'est le bien-être de la population, est-ce que cela peut apporter comme un plus dans le bien-être de la population, effectivement dans la vision du chef de l'État? Cela dépend des politiques. Prenons l'exemple russe, ils ont décidé, ou ils ont choisi, on peut dire, la réduction des dépenses sociales. On peut bien constater que ce type de politique est en inadéquation avec la République. On est bien d'accord. Mais encore aussi, qu'il est fort de constater que la population russe a été contrainte à se serrer la ceinture pendant un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, la population congolaise est prête à accompagner le chef de l'État? Que l'on serre la ceinture. Tout à fait. Donc les politiques, ce sont des effets cumulés. Ça peut être plus, moins, et l'effet cumulé doit être positif. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans cette vision qui apparemment vous apportez une touche purement économique ou économiste à la vision du chef de l'État. Vous avez même, apparemment, vous avez pris le temps de faire cette étude de parallélisme entre les différents États, la Belgique, la Russie et la RDC. Vous ne voulez pas du copier-coller, mais contextualiser. Ça veut dire on peut prendre ce qui s'est fait en Belgique, en Russie, les contextualiser à la RDC et somme toute pour donner le bonheur au peuple congolais. Alors aujourd'hui, la vision du chef de l'État, vous avez adhéré à cette vision et vous y êtes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que ces schémas que vous proposez, belges, russes soit-il, soient acceptables? Dans le contexte congolais, il faut aussi gagner la mentalité, que cela soit acceptable.
à la mentalité congolaise, serrer la ceinture, accepter de réduire par exemple le train de vie des institutions, accepter par exemple de demander à la population de serrer la ceinture, qu'elle l'accepte. Est-ce que la mentalité ne peut pas jouer? Bien sûr, la mentalité peut jouer, mais le tout c'est de pouvoir communiquer, avoir une réelle communication avec le peuple pour qu'il puisse comprendre la phase de développement que le pays est occupé à vivre, tout simplement. Alors, Madame Lise Itoma, je rappelle, économiste, rapporteure nationale de la Ligue des femmes de l'ACP. On doit chuter avec vous, hein, parce que vous êtes en train de partir. Et alors, la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui incarnée par l'Union Sacrée, tout le monde a adhéré, plus ou moins 500 partis politiques hein, qui ont adhéré à cette vision du chef de l'État. Et c'est quoi la spécialité de l'ACP parmi les 500? Nous sommes un parti sociodémocrate. Il peut y avoir plusieurs partis sociodémocrates. Exact. Mais voilà. Mais l'intérêt de la population, l'idée, ce n'est pas d'avoir une particularité, c'est de pouvoir avoir un objectif commun. Et avec la somme, avec plus, on est beaucoup plus fort que lorsqu'on est de manière individuelle. Alors, ce parti sociodémocrate, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de l'ACP? Là, je vous prends comme une formation politique. Je ne vous prends pas dans le tout comme l'Union Sacrée. Mais l'ACP, créée comme parti politique, avec une vision, avec un projet de société, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de l'ACP comme parti sociodémocrate? Eh bien, tel que le courant politique le définit, bien sûr, c'est de pouvoir mettre en place des politiques ou proposer, bien sûr, au chef de l'État, des politiques qui viendraient au bénéfice de la population, que ce soit des politiques au niveau des dépenses d'investissement, que ce soit des politiques au niveau des dépenses sociales, que ce soit pour les écoles. Déjà, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas l'ACP, certes, mais l'ACP accompagne, bien sûr, ce type de politique. Ça pourrait être aussi d'autres politiques qui pourraient être en phase avec le rythme de dépenses et le rythme des recettes. Voilà, là on est dans le secteur public, hein, la gestion du secteur public. Le but n'est pas simplement de dépenser sans pouvoir avoir des recettes. Donc on a vu par exemple en Russie, il y a eu aussi l'instauration d'une fiscalité plus favorable pour les entreprises, ce qui signifierait qu'on moins de recettes. Okay. Mais par exemple, avec l'implication des oligarques, ça a mené plus de recettes. Donc c'est bien sûr un équilibre qu'il faut tenter de trouver entre la satisfaction de la population et le développement économique de notre pays. Alors, nous allons devoir nous séparer d'avec vous avant de prendre Joe Maélé pour continuer l'actualité avec lui. Mais alors, aujourd'hui, d'ici sera la sortie officielle de l'ACP, plutôt, de l'Union Sacrée. Comment l'ACP s'attelle-t-il ou s'attelle-t-elle cette alliance en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation pour la sortie officielle de l'Union Sacrée le 29 prochain au stade de Martyrs? Comme tous les partis qui adhèrent et les partis loyaux, nous serons là et nous allons soutenir le chef de l'État. Alors, vous avez été partie signataire, vous l'avez signé tambour battant, l'ACP a signé la charte de l'Union Sacrée. Et alors aujourd'hui, vous êtes femme, vous êtes rapporteur national de la Ligue de femmes. Quelle place occupe la femme au sein de l'ACP? La femme occupe la place que le chef de l'État souhaite que la femme occupe dans l'ensemble du pays. Le chef de l'État parle de masculinité positive, vous en avez entendu parler. Donc il est champion de la masculinité positive. Et alors, comment se porte la Ligue des femmes? La Ligue de femmes se porte à merveille. Nous avons différentes activités que nous mettons en place, telles que la redynamisation, on va dire, des activités commerciales pour les femmes. Vous savez, les femmes sont très fortes au niveau commerce. Vous souriez, monsieur? Non, je suis intéressé. C'est peut-être aussi mon constat. Voilà, donc il y a différents projets qui sont mis en place. Donc ce n'est pas au stade du projet, c'est au stade de la réalisation sur terrain. Donc vous avez dit précédemment que vous constatez sur le terrain la présence de l'ACP. Bien sûr, nous sommes au service de la population, qui est le leitmotiv de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Alors, le mois de mars venait de s'écouler, le mois dédié à la femme. Quel bilan vous avez fait de ce mois en termes de la conscientisation de la femme? Pas seulement le 8 mars, mais tout ce mois de mars. Est-ce que la femme a-t-elle intériorisé ses obligations en termes d'autonomie, en termes de la prise de conscience au niveau de la prise des décisions, au niveau du concept parité?
Alors, le mois de la femme, ce n'est pas nécessairement le concept de parité. Le thème national et international, on a essayé de l'adapter. On parlait plutôt... de l'autonomie et de la numérisation, Tout à de fait. l'éducation. Exactement. Donc, pouvoir accompagner les femmes à beaucoup mieux maîtriser tous ces outils. Pourquoi pas pour pouvoir dénoncer toutes les atrocités qui se sont produites et se produisent encore actuellement à l'Est et pouvoir se développer économiquement. Alors, Madame Lise Itoma, économiste, ça vous va, ça s'est lié sur votre figure, rapporteur national de la Ligue des femmes de l'ACP. Alors, nous allons devoir nous séparer d'avec vous par cette question. Comment la femme est-elle mobilisée au sein de l'ACP quant à la sortie officielle de l'Union sacrée le 29 avril prochain? Je parle de la femme. Comme une particularité au sein de l'ACP, sa mobilisation peut-être serait particulière. La mobilisation, ce serait une mobilisation physique. On va chercher à avoir une mobilisation intellectuelle pour avoir des femmes qui vont pouvoir, bien sûr, se promouvoir le jour même, bien entendu. Alors, votre message à la population qui vous suit? Alors, le message à la population, il est de notre responsabilité de redoubler de confiance au chef de l'État qui, pour notre gouverne, chemine actuellement dans sa vision de divers politiques de rebond pour le bien-être de la population. Je dirais que c'est une question d'engagement. D'engagement. Et de solidarité nationale. Est-ce que l'ACP est engagée? Bien sûr. Très engagée. Alors, aujourd'hui, je suis tenté avant de vous laisser partir. Sinon, vous me laisserez avec ça, ça ne sera pas si bon. Comment l'ACP afflûte-t-elle ses armes? Si oui, à la présidentielle, c'est Félix Tshisekedi qui est le candidat, mais à la législative? Oui, comme tous les partis politiques, nous sommes occupés à se préparer. Bien sûr, il y a le calendrier de la CENI qui a défini les dates et nous nous préparons comme tous les partis politiques. C'est bien évident. Madame Lise Itoma, nous vous remercions d'être venue. Merci. Un mot? Vous avez quelque chose à ajouter? Merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste et rapporteur national de la Ligue des femmes de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Nous vous retrouverons encore dans d'autres prochains numéros. Merci. Et alors, nous allons devoir continuer avec ce magazine direct Grand Débat qui reçoit tout de suite Monsieur Joe Mayele. Il est politologue de l'Union sacrée. Avec lui, nous allons parler des 33 ans du multipartisme. Vous le savez, 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans, que décrétait feu Marshal Mobutu le multipartisme en République démocratique du Congo, 33 ans après. Quel bilan faire de la démocratisation de la RDC? Nous en parlerons tout de suite avec Joe Mayele qui est déjà avec nous sur ce plateau de PES TV. Joe Mayele, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine. Merci, Monsieur Joseph, je vous en prie. Politologue de l'Union sacrée, bienvenue. Merci. Nous allons d'abord commencer avec vous par cette problématique. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union sacrée, qui annonce sa sortie officielle pour le 29 avril prochain, l'opposition de Lubumbashi ou les fronts de Lubumbashi de l'opposition annoncent une marche pour le 13 mai, on peut parler d'une première démonstration de force de décamp? Je pense que je parlerai plus de l'Union sacrée, mais la démonstration des forces du côté de l'opposition, ça c'est de la théâtralisation. Parce que lorsque vous regardez la formation, je prends d'abord du côté de l'opposition, lorsque vous regardez la formation, et ce sont des formations politiques qui sont malades, des formations politiques en perte de vitesse. Vous voyez, moi je vous ai fait la fois dernière une étude comparative entre M. Moïse Katumbi et M. Martin Fayoulou. M. Moïse Katumbi qui semblerait qu'il est capitaine de l'opposition, mais qui part à Lubumbashi pour se réunir avec les autres, donc il perd déjà son droit d'aînesse. Aujourd'hui, l'Union sacrée, je pense que dans la contexte de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'il va réunir toutes les 4 zones linguistiques. L'Union sacrée va réunir les grandes forces, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. L'Union sacrée va réunir les néo-tshisekidistes, l'Union sacrée va réunir des nouvelles personnes. Donc je pense que ça sera pas une démonstration de force pour l'Union sacrée, mais ça sera quelque chose de quotidien. Parce qu'une démonstration de force, c'est comme si
le contrepoids a existé. Mais quand les non, mais est-ce que vous ne risquez pas d'être surpris le 13 mai lors de la marche de l'opposition de Lubumbashi, Fayulu, Katumbi, Sesanga et Matata? Non, déjà si on prend une analyse qui est singulière de ces personnes-là, vous allez comprendre que peu d'entre eux sont politiques. Quand vous parlez de M. Sesanga, avec un vol, déjà, il n'y a pas d'ancrage. Quand vous parlez de l'ensemble, entre guillemets, quand vous parlez des décidés, il n'y a pas d'ancrage. Matata Pognon. Matata Pognon, il n'y a pas d'ancrage non plus. Donc je pense que, comme j'ai dit au début, c'est une sorte de théâtralisation. Donc l'opposition actuellement est en perte de vitesse. Et la personne qui faisait un peu du bruit, c'était M. Martin Fayulu, mais son droit d'aînesse, il a vendu à M. Moïse Katumbi. Donc je pense que nous nous dirigeons vers une victoire à la majorité absolue du président Félix Antoine Tshisekedi. Le retour au MPR. Non, pas les retours MPR. Nous allons en parler. Alors, qu'attendre comme discours le 29 avril au Stade de Martyrs lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée? La paix, l'unification, les changements, le développement s'appelle les noms Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est par conséquent qu'il faudra dire que déjà Tshisekedi aura déjà quadrillé tout le pays de toutes les 4 langues nationales? Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bathilde Kwebo, Mbosso, Augustin Kabouya. C'est que tout sera déjà quadrillé par lui. Mais au fait, ça relève de l'offre politique. Qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes dans les champs politiques. Non, dans les champs politiques, on propose. Et la personne qui propose, et les proposants, on va voir qu'est-ce qui est mieux. M. Tshisekedi a proposé aux autres, voilà, venons, nous allons travailler. Il a été très flexible. Il a eu ce cœur du père en ouvrant les brèches pour que les dignes fils du pays pouvoir venir travailler, apporter leur pierre à l'édifice. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on va construire le Congo. Le Congo a un métissage ethno-tribal. Dans ces métissages-là, il faudra avoir le cœur d'un père pour ouvrir enfin de venir travailler avec tout le monde. C'est ce que M. Tshisekedi a fait. M. Tshisekedi a compris aussi que le Congo a des zones linguistiques et ces zones linguistiques doivent être représentatives dans son carré. Et vous allez comprendre, c'est lu dans les présidiums de l'Union Sacrée. Dans les présidiums, vous comprendrez que toutes les langues sont représentées. Il n'y a aucune langue qui est marginalisée. Quand je parle des langues, ce sont les langues nationales du pays. Toutes les 4 langues sont là. Et donc, je pense que M. Tshisekedi a agi étant que politique, il a agi étant que père. Et dans la scène politique, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Et c'est ça, en tout cas, je pense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les portes seraient-elles encore ouvertes pour quiconque voudrait venir, hein? Ça peut changer de Kazakh qui est à l'opposition demain, voit qu'il peut rejoindre l'Union Sacrée. Bien sûr, M. Tshisekedi ne ferme pas ses portes, je dis au pluriel. Et toute personne qui voudra apporter une pierre à l'édifice pour le développement du Congo, on ne ferme pas les portes. Mais on ne veut pas seulement des mouchards, on ne veut pas des lâches, on veut une sincérité. Quand tu veux travailler à l'Union Sacrée, tu viens avec toutes les sincérités, tu apportes tes potentialités et ta connaissance, on ne refusera pas. Parce que ce qui nous règne aujourd'hui, c'est pas... Certes qu'aujourd'hui c'est M. Tshisekedi, mais demain, M. Tshisekedi ne sera plus là, c'est le Congo qui est patrimoine commun. Donc, pour le bien-être du Congo, pour le développement du Congo, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Jeunes, vieux, et nous avons besoin de cette symbiose. Et vous allez comprendre que M. Tshisekedi a réussi à faire cette symbiose entre la jeunesse et la vieillesse, entre guillemets, entre les vieux et les jeunes. Il a créé un pont. Exactement, il a créé un pont. Et même dans la catégorie de ceux qui dirigent, vous allez comprendre qu'il y a 3 catégories. Il y a les Mobutistes, il y a les Kabilistes et puis il y a les Tshisekedistes. Il a réussi à faire cette moyenne. Toutes les générations. Ah ouais. Déjà, quand une personne réussit à fédérer et toutes ses forces tout autour de lui, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui a le cœur d'un leader et puis c'est quelqu'un qui veut... Mais aussi, c'est souvent ce genre de personnes qui sont aussi facilement trahies. Regardez dans le dos. Je pense pas. Je pense pas en tout cas. Mais je disais que c'est un fin politique. N'oubliez pas que c'est les fils du Sphinx. Mais pour rappel, avant d'arriver à l'Union Sacrée, il y avait la coalition FCC-Cash. Il a été aussi de bonnes fois de fédérer. Malheureusement, en retour, il n'a pas eu cette considération. Avec la coalition FCC-Cash, c'était une obligation constitutionnelle. Alors, cette obligation constitutionnelle a fait que, étant un père, étant un politique, il a dit, bon, pourquoi pas essayer? Mais lorsqu'il a essayé, il a compris que ce sont des personnes qui n'avaient pas une bonne foi. Si d'abord, FCC-Cash est une obligation constitutionnelle, parce que la majorité était acquise par les FCC et les présidents de la République avaient la présidence comme institution. Alors, il a fallu dégager un format.
quel format il fallait dégager. Si on partait dans un format où il fallait fédérer les forces, on part dans une coalition, il faudrait faire avec les anciens alliés. Si on ne voulait pas une coalition, il fallait faire une cohabitation. Or, les cohabitations sont plus bonnes pour les démocraties les plus assises. Chez nous, en Afrique, où les démocraties sont en train de balbutier, les cohabitations, les partages institutionnels ne sont pas positifs. M. Tshisekedi est enfin politique, il a dit, bon, pourquoi pas redonner la confiance, pourquoi pas essayer. Mais lorsqu'il a essayé, il a compris qu'on ne lave pas les mains aux singes. Et alors, Joe Mayele, politologue de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée devra faire sa sortie officielle le 29 avril prochain, stade de martyr de la Pentecôte. Mais comment voyez-vous l'Union Sacrée arriver au bout des élections de 2023? Vous ne craignez pas certains coups bas en interne, au nom de poids politique, que certains partis politiques s'effacent de coups bas pour avoir un grand nombre de députés nationaux et être en position de négocier la nouvelle législature de nouveaux postes pour un deuxième mandat? Non, je ne pense pas. Déjà, dans la sphère électorale, la bataille, c'est sur terrain. Donc, si on doit se faire des coups bas, ça sera sur terrain. Et puis, la bataille sera loyale lorsque les meilleurs gagnent. Nous sommes sur terrain. C'est par rapport au discours, c'est par rapport peut-être... Vous savez, je vais inclure une chose. Chez nous, au Congo, et en général en Afrique, les élections ont une dimension sociologique, non? La dimension sociologique, ça signifie qu'elle a une dimension ethno-tribale. Donc, je pense qu'on va aussi jouer sur cet aspect des choses. Par exemple, M. Mayele est originaire du Bandundu de chez les Bassakata. Quand je vais là-bas, on dit que bon, on me voterait parce que je suis ressortissant, je suis digne fils de Moussa Kata. Donc peut-être ces éléments-là vont aussi varier. Alors, ça dépend maintenant à chaque famille politique, faisant partie de l'Union Sacrée, de pouvoir tenir compte de cet élément ethno-tribal pour gagner les plus de postes. Parce que vous allez savoir, il y a les élections sur les municipalités, il y a les élections provinciales. Mais les grands se jouent au niveau des législatives et provinciales. Mais ici, par exemple, l'Union Sacrée qui est composée depuis sa légalisation, je suis même Willy Miché qui brandir, applaudir, il dit qu'il a été prophète, il n'a pas été d'accord de la façon que l'Union Sacrée fonctionnait sans légalisation. Il dit c'est maintenant que l'Union Sacrée commence à exister. Il y a à peu près 3 ou 2 semaines après la signature officielle de la charte. Je pense que dans une dimension officielle, pour donner des documents ou pour valoriser une structure, c'est normal. Mais avant d'arriver sur papier, les idées commencent d'abord quelque part. Il faudrait réunir les personnes autour d'une idéologie. Vous savez, même quand on définit un parti politique, on vous dira c'est l'ensemble des personnes réunies autour d'une idéologie. Alors, il a fallu d'abord commencer à définir ces cadres-là, réunir ces personnes, et après avoir réuni les personnes, autour d'une idéologie. Autour d'une idéologie, une vision. C'est quoi la vision de l'Union Sacrée? C'est le peuple d'abord. La question authentique qui répartait même au départ de la création de l'Union Sacrée. La même question persiste jusqu'à ce jour. C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça signifie il faudrait mettre le peuple congolais autour de tous les intérêts. Tout ce que nous devons faire, tout ce que le gouvernant doit faire, doit aller au bénéfice de la population. Donc c'est la population ou le peuple qui est le premier bénéficiaire de toutes les actions du gouvernant. Et vous en êtes sûr? Mais bien sûr. En voyant toutes ces classiques qui hier étaient au FCC, qui hier étaient mobutistes, aujourd'hui, autour de l'Union Sacrée, le peuple va bien. Mais donc, je pense que... Non, je n'ai pas... Non. Le peuple va de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Oui, la gestion... Depuis la création de l'Union Sacrée. Exactement, depuis la création de mieux en mieux. En toute sincérité, vous y croyez. Exactement, parce que si nous faisons sortir les indicateurs, moi je vais naviguer toujours dans le domaine des indicateurs. Si vous sortez... Moi je m'en vais dans le domaine sécuritaire parce que c'est ce domaine qui frappe plus la République. Hier, le pays a plus navigué dans le régime des notifications d'achat d'armes, qu'on appelait entre guillemets l'embargo. Mais... Où en sommes-nous aujourd'hui? Il n'y a plus d'embargo. Aujourd'hui, le peuple congolais, par les biais de son gouvernement, peut acheter des armes sans pourtant être notifié. Nous et vous, nous sommes en train de voir un boulevard diplomatique ouvert pour la République démocratique du Congo. L'État congolais a vu ici une gymnastique d'aller-retour de plusieurs corps diplomatiques, entre autres les chefs d'État. Il n'y a pas plus longtemps qu'hier... les chefs de l'État de la Confédération suisse étaient en République démocratique du Congo. Chaque jour, les langues internationales
parle de la question sécuritaire de la République démocratique du Congo, jusque dans le Parlement européen, on en parle. Je pense que c'est quelque chose de positif. Hier, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Sur le plan social, sur le vécu quotidien de la population. Sur le vécu quotidien, sur le plan social, nous sommes ici, je pense, sur Willery. Lorsque vous avancez un peu, vous allez vers Colonel Ebea, vous entrez, vous allez voir l'hôpital Mama Emo. Depuis, les colons ont laissé cet hôpital avec des infrastructures néfastes. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir une perfection, une restructuration de cet hôpital. Alors, Joe Mayele, nous évoluons avec vous. Je rappelle que vous êtes politologue de l'Union sacrée. Ouais. Et certainement que nous supposons dans nos ménages que lors de la sortie officielle de l'Union sacrée prévue le 29 prochain, avril, il sera certainement question de questions électorales. Est-ce que l'Union sacrée va-t-elle rassurer de la tenue des élections dans le délai constitutionnel et que surtout vous avez suivi les États-Unis insister sur les élections inclusives, démocratiques, apaisées et transparentes dans le délai? Déjà, lorsque vous parlez de la question électorale, il faudrait savoir si c'est une question qui est interne, ça relève d'aucune ingérence extérieure. Les États-Unis, quand ils font les élections... Ce sont des partenaires. Hein, exactement. Bon. Un avis de partenaires. Non, nous sommes des partenaires, mais ici, il y a des questions qui peuvent émettre les avis extérieurs. Il y a des questions aussi qui ne peuvent pas émettre les avis, parce que c'est une question qui relève de la survie de la souveraineté. C'est une question qui relève, qu'on appelle ça, ce sont des questions régaliennes. Donc je ne pense pas que les États-Unis, si aujourd'hui nous on mettait un avis sur les régimes présidentiels aux États-Unis, je pense qu'ils vont se fâcher. Bref, donc, vous rassurez qu'il y aura les élections dans le délai constitutionnel. Ce qui est sûr, il y aura les élections. Inclusives. Moi, je rassure. Certains candidats ne seront pas écartés par de manœuvres, soit-elles judiciaires ou... Non, on n'écarte personne. Il faudrait que toutes les personnes puissent se plier aux règles du droit. L'état de droit aussi, c'est ça. La soumission de tous, gouvernants et gouvernants aux règles du droit. Les élections sont régies par une loi qu'on appelle la loi électorale. L'État congolais est régi par la loi des lois qu'on appelle la Constitution. Au-delà de cette loi, il y a des lois ordinaires, des lois organiques qui régissent l'État congolais. Je pense que toute personne qui se soumet à cette loi n'aura aucun litige, je pense. Et il y aura élection, nous irons aux élections et que le maire gagne. Moi, je suis de l'Union sacrée, je prône la victoire effective de l'Union sacrée. Alors, vous voyez déjà Félix Tshisekedi avec un second mandat à l'Union sacrée. Exactement. Tout calcul fait, vous le voyez déjà remporter haut la main? Un deuxième mandat à la présidentielle. J'ai déjà commencé à faire une projection. Je fais une analyse politologique. Cette analyse politologique regorge sur l'aspect linguistique et puis sur l'aspect force politique. Alors, je divise les Congo en 4 zones linguistiques. Vous allez comprendre que M. Félix Tshisekedi, seul lui, il réunit les 4 zones linguistiques, et dans ces 4 zones linguistiques, ce sont des personnes qui ont l'influence sociologique sur ces 4 zones. Si je vois la zone swahilophobe, vous allez comprendre aujourd'hui M. Félix Tshisekedi, autour de lui, là, M. Vital Kamerhe, qui est une force politique extra comme intraparlementaire. Il a M. Bahati. Si nous allons à la zone kikongophone, il a Bougie, il a le Sama Lokonde. Il a Sama, il a... Dans l'espace swahilophone. Dans l'espace swahilophone, il en a. Si on voit la zone lingalaphone, il a Jean-Pierre Bemba, il a Guy Luando, il a beaucoup de classiques. Et si on vient dans la zone lubaphone, là c'est lui-même. Alors, à peu près combien de pourcents vous voyez Félix Tshisekedi arriver à la présidentielle 2023? Je pense que c'est à 90%. Parce que 90%, ce n'est pas méchant de votre part. Non, je ne pense pas. Parce que ça n'a pas donné raison à la Mouka, à l'opposition qui crie déjà une fraude organisée. Une fraude organisée. L'opposition n'existe plus. Vous savez... Non, 90%, c'est méchant. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que souvent, nous, Quinois, nous avons une analyse minimaliste. On fait du minarchisme. On résume les élections de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Quand une personne à Kinshasa, vous pensez qu'il a gagné? Non. Or, la République démocratique du Congo, c'est si vous faites Kinshasa moins 26, ça vous donnera 25 provinces. Alors, je pense que Kinshasa, c'est la bastion de l'opposition. Mais je pense que l'opposant d'hier est devenu la majorité d'aujourd'hui. Je pense que cet ancrage-là va basculer. Et j'ai dit 90% parce que je ne vois pas qui fait le poids, monsieur. Est-ce que vous ne voyez pas arriver, par exemple, un outsider qui peut surprendre et bouleverser les calculs? Je ne vois pas le nom. Mukwege, par exemple? Non. Un outsider qui sort dans la campagne, qui bat complètement campagne, qui s'impose
Je ne vois pas le nom. Et qui met à mal tous les calculs politiques. Monsieur Tshisekedi, le président Tshisekedi, il jouit de beaucoup de faveurs. Le nom Tshisekedi, c'est un nom qui a beaucoup milité en République démocratique du Congo, un nom qui s'est enraciné dans l'histoire politique du Congo par rapport au combat de son père. Alors, le combat du père protège les fils. Et quand vous voyez les intentions et l'action du fils, moi je pense que ces deux éléments-là, déjà, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ces deux éléments-là, déjà, ce sont des choses qui font que aujourd'hui, quand je regarde l'opposition, c'est une opposition très très faible, c'est une opposition risible. Je vous ai dit ici, pour vous faire rire, je dis que j'ai pris l'histoire de la Bible des jumeaux entre Ésaü et Jacob. Martin Fayulu, il est Ésaü, Moïse Katumbi est Jacob. Martin Fayulu qui quitte son fief Kinshasa pour aller vendre son droit d'aînesse à Moïse Katumbi, et qui est Jacob. Mais malheureusement, mais c'est d'abord le guerre en politique, il faut savoir faire des concessions. Monsieur Denis Mukwege, entre guillemets, il a désavoué, hein, il n'y a pas d'offre, il a désavoué ces conglomérats-là. Et alors, Joe Maïlé, nous allons devoir se séparer avec vous. Alors aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce magazine, 33 ans après que feu Maréchal Mobutu ait décrété le multipartisme ou la démocratisation de l'RDC. C'était incertain le 24 avril 1990, aujourd'hui 24 avril 2023. 33 ans après, quel bilan faites-vous de l'évolution de la démocratie en RDC, 33 ans après? Waouh, le concept de démocratie, je vais le prendre dans une approche médicale. Je prends la démocratie comme un corps humain. Pour qu'il puisse vivre, il faudrait des signes vitaux. Alors aujourd'hui, pour traiter la démocratie à la congolaise, il faudrait faire ressortir ces signes vitaux. Les signes vitaux de la démocratie à la congolaise, et ce sont tous les indicateurs qui font que la démocratie existe. L'état de droit, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Tous ces éléments, lorsque nous sommes en train de les rassembler, vous allez comprendre que la démocratie, actuellement, sous Félix Tshisekedi, est en train de prendre... Il est dans sa phase de maturation, elle est plutôt dans sa phase de maturation. Parce que vous allez comprendre, si nous partons dans l'aspect où il y a liberté d'expression, liberté de manifester, nous allons comprendre que il y a beaucoup de choses qui avancent. Même vous, au niveau de la presse, hier, il y avait certains médias de l'opposition qui ne pouvaient pas opérer, mais sous Félix Tshisekedi, on opère. Sous Félix Tshisekedi, on peut passer dans les médias, faire ses analyses et rentrer. L'état des droits qui s'enracine le jour. Je pense qu'il y a il y a plusieurs indicateurs de la démocratie qui montrent les institutions congolaises qui deviennent fortes le jour. Et je pense que ces éléments-là sont des éléments actuellement qui démontrent que la démocratie congolaise prend son allure. La démocratie congolaise, sous Félix Tshisekedi en tout cas, est en train de maturer. Il a quitté l'état bébé et maintenant on a l'état de l'adolescence. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas de défis qui restent encore face à cette démocratie? 3 cycles électoraux, oui, mais pour quelles retombées sur la marche de la nation, sur le développement de la nation, après 3 cycles électoraux? Je pense que... Et vous avez 5 minutes pour conclure. Je pense que ça aussi, c'est une question très réflexive, parce que certes que nous voulons de la démocratie, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que les élections sont une priorité? Parce que nous voulons bien la démocratie. Est-ce que les élections et les développements, il y a un choix à faire? Je pense que les élections comme un indicateur primordial aussi de la démocratie, c'est une pratique que nous pouvons omettre dans les cycles démocratiques, mais il ne faudrait pas faire allusion du développement aux élections. Les élections, c'est un mode qui nous permet chaque fois d'éroter nos autorités en place. Mais les élections... Mais avec un projet de société, bien sûr. Avec un projet... On est élu sur base d'un projet de société pour le développement de la société. Alors, dans la dimension où on élit avec un projet de société, là c'est la dimension universelle, mais pas la dimension congolaise. La dimension congolaise, dans la dimension congolaise, on n'élit pas sur base d'un projet de société. On élit sur base Vous avez compris que le cycle de 2006 à
enraciné. 2018. Ah non, je commence par le cycle de 2006, enraciné des mauvaises pratiques, où il faudrait voter pour des polos, il faudrait voter pour 2000 francs, il faudrait voter pour un chassé de sucre, tout ça. Mais quand même, ça a apporté une certaine légitimité des institutions depuis 2006. Ben oui, je pense que ça a apporté une certaine légitimité, soi-disant, mais il faudrait... Un début de légitimité des institutions. Mais il faudrait faire un toilettage, il faudrait changer de paradigme, mais il faudrait changer de modèle. Que si nous partons aux élections, que ça soit réellement une rotation, que ça soit réellement un choix sur base de quelque chose, un choix sur base du qualitatif, et non que ça soit une habitude. Parce que nous partons aux élections, le peuple congolais va aux élections par habitude, mais ne va pas aux élections par les critères des rotations. Ce qui permet que pendant un moment, il y a des gens qui vont gérer et puis ils vont rendre compte. Après avoir rendu compte, on va roter s'ils vont rentrer ou pas rentrer. Donc, le concept de démocratie aujourd'hui, c'est un concept qui prend sa maturation, mais il faudrait encore beaucoup de temps pour son ancrage, et puis il faudrait une certaine réadaptation. Parce que la démocratie actuelle, c'est une démocratie où on a fait du mimétisme. Nous avons compris de l'Occident, mais il faudrait essayer maintenant d'inclure certains indicateurs qui vont de pair avec la société congolaise pour que nous ayons une démocratie fignolée à la congolaise. Du genre? Je vous donne un exemple. Vous savez, en France, lorsque le gouvernement vient entrer en vigueur ou commencer à travailler, il peut ne pas présenter un programme devant le Parlement, mais il va aller travailler. Mais ici au Congo, pour que le gouvernement soit adoubé ou accepté, il faudrait que le Premier ministre présente un programme au Parlement et que la majorité du Parlement vote ce programme-là, et que si ce programme-là est validé, le gouvernement entre officiellement dans ses fonctions. Je pense que c'est sans ces histoires qu'il faudrait laguer. Il y a aussi la notion où on conditionne, surtout dans la démocratie semi-présidentielle, où on conditionne les présidents de la République de pouvoir soutirer les premiers ministres au sein de la majorité présidentielle, et qui n'a pas droit à démettre ses premiers ministres. Il faut que ses premiers ministres présentent sa démission. Donc c'est une corde au cou qu'on mettrait au président de la République. Alors pour nous séparer d'avec vous, Diomaye, que dire? Je pense que je veux féliciter d'abord les instances de la République pour cette dose de tolérance. Je pense que actuellement nous avons une crise qui frappe à l'est du pays. Ce que je dirais aux Congolais, il faudrait que nous restons un, mettons toutes nos différences de côté, aimons la République. Et pour terminer, je veux, là c'est une page de côté, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à une personne qui me soutient corps et âme. Je vois l'homme de Dieu, le prophète Fred Moukoko, que je souhaite bon anniversaire. Et merci aussi pour votre invitation, et un grand coucou à Madame Lise Itoma. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat de ce jour. Le prochain invité sur vous. À chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes, et à plus.